On est dans une espèce de tube de 70 mètres de long avec 2 pétards au cul au-dessus de l'Atlantique. C'est particulier, c'est pas normal. On part du principe qu'il faut voyager pour notre cerveau, pour nos rencontres. Oui, non, mais là, tu sais, hein, les pilotes, ils savent très bien piloter. Ouais. Non. L'avion est le moyen de transport le plus sûr et pourtant c'est aussi celui qui fait le plus peur et qui en tout cas donne le plus de fantasmes. Il est aussi très décrié en ce moment, on en parlera avec notre invité. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Mathieu Allouche. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Maxime. Merci beaucoup d'être là. Alors, Merci. tu n'es pas pilote d'avion, mais on va quand même parler d'avion avec toi puisque tu les connais très bien, tu travailles dans les avions, tu es steward. Exactement. Et si je t'invite, c'est parce que en fait, sur les réseaux sociaux, tu es connu pour être un peu le monsieur détente. En gros, avant de prendre l'avion, il vaut mieux regarder ton compte Instagram plutôt que de regarder un documentaire sur les crashs sur Netflix. En fait. C'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire que j'essaie de rassurer les personnes qui ont un peu peur en avion ou qui Ouais. sont un peu inquiets. Et puis juste de parler de mon job, de mon métier au mieux, quoi. Enfin, sous mon spectre à moi. Voilà, je n'ai pas la parole, la vérité absolue, mais j'essaie de faire ça au mieux en tout cas. Je le disais, il y a beaucoup de fantasmes sur le métier. D'ailleurs, je pense, c'était pas du tout prévu, mais notre émission s'appelle Inspire-moi si tu peux. Ça a été un petit peu inspiré pour le coup d'Arrête-moi si tu peux. Ouais. Leonardo DiCaprio joue le rôle lui d'un pilote, mais en tout cas tout ce qui tourne autour de l'aviation, que ce soit les hôtesses de l'air, les stewards, les pilotes et même l'avion en lui-même, ça crée aussi beaucoup de fantasmes. Bah ouais, et puis c'est un sujet qui, à chaque fois, je vais rencontrer des gens dans je sais pas, un dîner, une soirée, un machin, tu as toujours une trentaine de questions qui reviennent tout le temps. Ouais. Et puis moi, j'aime bien y répondre. Et c'est vrai que c'est un métier différent. C'est un métier où on est un tiers de notre vie à l'étranger, un tiers de notre vie dans le ciel. C'est un métier particulier quand même. Comme je dis souvent, on est dans une espèce de tube de 70 mètres de long avec 2 pétards au cul au-dessus de l'Atlantique. C'est particulier, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc forcément, ça suscite tout plein de fantasmes et tout plein de questions, quoi. Et l'un des plus grands rêves de l'homme aussi qui est de voler tout simplement. Eh ben oui. Et ça crée aussi des polémiques, on va y revenir. Aussi des grandes questions. On le dit, il y a des gens qui ont vraiment la phobie de l'avion et qui est parfois un handicap, notamment pour le travail quand on n'a pas le choix. On va y revenir, mais d'abord, on va parler un peu de toi. Comment tu es tombé là-dedans? T'étais pas prédestiné à être steward en tout cas. Bah, presque un petit peu quand même, parce que mon père était navigant. Ouais. Donc, mon père travaillait déjà en tant que steward. Après, il a fait tout plein de choses dans la compagnie aérienne dans laquelle il travaillait. Mon frère a été steward saisonnier l'été, donc super job étudiant. Ma sœur a voulu travailler dans l'aérien aussi, plutôt côté communication marketing. Et j'ai eu la chance, quand j'avais 19 ans et 21 ans, d'être steward saisonnier aussi. Alors, ça s'appelle PCB, personnel complémentaire de bord. On s'occupe que de l'accueil, que du service, pas de la sécurité. Donc là, pendant 2 étés, j'ai découvert le meilleur job du monde, surtout quand tu as 19 piges ou 20 ans, 21 ans, machin. Tu fais le tour du monde, tu gagnes un petit peu d'argent, tu découvres un métier incroyable. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je crois que je veux faire ça dans ma vie, quoi. Et j'ai commencé par d'autres choses. J'ai fait un peu de radio, un peu de télé, j'ai travaillé sur le web parce que je voulais travailler pour une compagnie en particulier qui n'embauchait pas à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est pas grave, je rêve de faire de la télé, je rêve de faire de la radio. On va faire ça en attendant. Voilà, exactement. Et puis peut-être que plus tard, je saurais faire mon métier dans l'audiovisuel et je pourrais travailler dans les avions et aussi faire des trucs sur à l'image. Donc c'est pour ça que maintenant j'arrive à lier les deux. En attendant, c'est les réseaux sociaux du coup. Bah ouais, ça me va carrément parce que je fais ce que je veux. En fait, personne ne me fait chier. Je suis libre. Autant sur le ton que sur les questions, sur les choix des sujets. Alors tu le disais, c'est aussi des questions qui viennent de la part des gens qui te suivent aussi, et qui te posent, j'imagine, des questions. C'est quoi la plus grande crainte qu'on a quand on parle de l'avion, quand on a une phobie de l'avion? En général, c'est mourir. Ouais, non, mais c'est radical. C'est-à-dire que de toute façon, la peur, c'est irrationnel. Et en fait, il faut se remettre dans le contexte. Tout à l'heure, je parlais du tube de 70 mètres de long, l'être humain, il n'est pas fait pour voler. On n'est pas un oiseau. C'est-à-dire qu'on n'a pas des ailes, on ne sait pas faire ça. Donc en fait, notre cerveau, il a pour habitude de paniquer un petit peu quand il est là-haut, au-dessus des nuages. En plus de ça, tu es assis, c'est pas comme dans une voiture, tu peux voir ce qui se passe devant. Non, dans un avion, tu vois rien. Donc en fait, tu laisses ta vie entre les mains de quelqu'un que tu ne connais pas en plus. Donc tu vois, tu rajoutes ça. Tu as le stress du voyage aussi. C'est-à-dire que même moi qui suis steward, par exemple, je suis un peu stressé quand il s'agit de partir en voyage. L'aéroport, je comprends rien, je sais pas où aller, machin. La peur de rater. La peur de le louper. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Donc ça rajoute aussi un stress. Tu as aussi le stress de ne plus être chez toi. En fait, il y a plein de petites choses qui font que prendre l'avion, c'est hyper inquiétant pour plein de gens. Et puis c'est rare, c'est pas le transport du commun. Tu le fais pas tous les jours. Tous les matins. C'est pas comme prendre le métro, c'est pas comme prendre le train, la voiture. Et pourtant, tout ce que je viens de te dire, c'est plus dangereux. C'est un peu ce que tu disais en introduction. L'avion, c'est quand même relativement safe. Mais ouais, je pense que tous ces éléments font que les gens sont inquiets en avion. Et alors qu'il y a pas tant de raisons que ça finalement.
Mais il y a aussi l'actualité qui parfois peut faire mentir. On a tendance à dire que c'est le moyen de transport le plus sûr. Alors si après on prend la marque, voire même le modèle de l'avion, on en a un chez Boeing en ce moment qui fait très peur en fait, le 737 MAX. Ouais. Il y a eu beaucoup d'histoires autour et là parfois la peur est un peu plus justifiée, on va dire. Alors, moi je parle en qualité de steward qui ne suis ni mécano, ni technicien, ni pilote. Donc en fait, je ne m'y connais pas des matchs. Je suis qualifié sur mes appareils à moi en tant que steward. C'est vrai que je reçois plein de questions en ce moment sur, mais justement, est-ce que tu n'as pas peur de voler sur machin? Très honnêtement, il faut partir du principe que les compagnies aériennes qui achètent des avions et qui les font voler le font pour de bonnes raisons. C'est que ce sont des avions safe, mais vraiment safe, qui sont vérifiés très régulièrement, qu'on a des centaines de mécanos qui vérifient tous les avions et que les pilotes également, avant le vol, vérifient l'avion. Enfin, après, sur le nombre de vols, j'aimerais répéter qu'on a plus de 30 millions de vols par an. On a eu 3-4 cas un peu chelous, d'une porte qui s'ouvre, d'un pneu qui tombe. Ouais, très honnêtement, c'est pas normal. Mais même moi, en tant que steward, j'y pense pas vraiment. Quand je prends l'avion pour aller travailler, je me dis pas, tiens, ici la roue est tombée. Je suis dans un contexte de, effectivement, c'est pas un contexte normal, il peut se passer plein de choses, mais on est formé à tout ça. C'est-à-dire que, admettons, le pneu de l'avion tombe. Moi, je me repose sur mes pilotes qui savent faire un atterrissage avec un pneu en moins. Je sais qu'ils savent le faire, ils sont formés à ça. Donc, en fin de compte, moi, ça me fait pas trop peur parce que je sais qu'on peut gérer la situation. Et puis on est aussi un petit peu à côté quand on entend parler de ça. C'est vrai qu'on parle seulement des accidents, on ne parle pas de tous les vols qui se passent bien et il y en a des millions et des millions. Mais complètement. Moi j'invite toutes les personnes qui nous regardent à regarder. Il y a une application qui s'appelle Flight Radar. Je ne sais pas si tu connais. Si. En gros, ça te donne. Moi je suis ma famille quand ils partent en vacances. Mais bien sûr, tu peux voir tous les avions qui volent à l'instant T. Au moment où on se parle, on se dit mais en fait tous ces avions-là, ils vont du point A au point B sans aucun souci. Et peut-être que ça peut rassurer de regarder l'application. Et d'autant plus que tu le disais avant qu'on commence, il y a plus de risques pour aller à l'aéroport avec sa propre voiture que finalement de faire son vol. Mais même moi, pour venir ici dans ton studio, j'étais en scooter et j'ai vachement plus peur en scooter. Notamment le 2 roues à Paris. Eh bien ouais, en plus à Paris. Et même quand je suis en voiture, je suis 1000 fois plus vigilant. Enfin, en même temps, c'est pas moi qui pilote l'avion, mais je suis plus vigilant. Mais même à pied. Alors après, je suis un peu un parano, c'est-à-dire que moi, même dans Paris, je me mets derrière les espèces de grosses biques, les trucs, les machins. Je fais super attention parce que le danger, il est surtout là. Une fois que tu es dans l'avion, il va voler ton avion. Quelle est la question qui revient peut-être le plus souvent ou celle qui te fait le plus rire? On me demande souvent si je fais partie du club des 10 000. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du club des 10 000. Pas du tout. Bon, un avion vole à 10 000 mètres d'altitude. Le club des 10 000, ce sont les personnes qui ont fait l'amour, qui ont fait du sexe au-dessus de 10 000 mètres d'altitude. D'accord. Moi, est-ce que j'en fais partie ou pas? Ça, c'est la bonne question. En tout cas, c'est celle qui revient le plus souvent. C'est celle qui revient le plus souvent. Et c'est un truc qui existe vraiment. Enfin, forcément. Et puis, il y en a qui tiennent même un tableau pour dire, voilà, il y a différents nombres de points. Est-ce que je peux taper un passager? Est-ce que je peux taper une hôtesse de l'air? Est-ce que je peux taper un pilote ou une pilote? Enfin, voilà. Et puis, tu n'as pas le même nombre de points en fonction de… J'imagine. Alors, il paraît qu'il y a un tableau. Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne demande qu'à voir. Mais on me demande très, très souvent si là-haut, très honnêtement, non, parce que, un, je suis au taf. Deux, si je me fais gauler, je suis dans la merde, parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est un lieu public, voilà. Et je ne le ferai pas dans les toilettes d'un avion. C'est pas l'endroit le plus propre du monde. Ça reste des toilettes, un lieu public. Et puis c'est en public en plus. Donc, voilà, je le ferai pas. Est-ce que ça arrive souvent? C'est vrai qu'il y a plein d'histoires aussi qui tournent autour des vols. Si on accouche dans l'avion, est-ce que l'enfant a des vols gratuits toute sa vie? On entend plein de choses. Est-ce que c'est des choses qui arrivent en plus? Ce sont des choses qui arrivent. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais accouché à bord. En revanche, c'est déjà arrivé à d'autres personnes. J'ai un collègue, par exemple, Mehdi, qui a vécu un accouchement à bord. Une passagère qui a commencé à accoucher à bord. Forcément, ça arrive sur le nombre de milliers, de millions de passagers, de milliards même de passagers qu'on transporte par an, ça arrive. Nous, et pourtant, c'est déconseillé de prendre l'avion à 9 mois de grossesse. Alors, vaut mieux éviter. Ouais. Déjà, à un moment donné, tu te dis, je suis à 9 mois, je suis comme ça, je vais éviter de prendre l'avion. Mais ça peut arriver. Parfois, tu peux accoucher de façon prématurée, toutes ces choses-là. Donc, ça arrive. Est-ce que l'enfant aura ses billets d'avion à vie gratos? Non, c'est un mythe, c'est une légende. Alors, il y a peut-être des compagnies qui le font, peut-être pour la pub, pour la promo, mais non, mais effectivement, c'est des trucs comme ça qui arrivent. Des décès à bord, ça existe aussi. Enfin, c'est quand même tout est probable. Tout est probable. Un arrêt cardiaque, nous, on est formés aussi pour pouvoir réanimer un passager. Enfin, il faut savoir que le rôle des hôtesses et des stewards, c'est avant de te dire bonjour quand tu rentres dans l'avion et avant de te servir un plateau, c'est d'assurer la sécurité à bord, le secourisme, la sécurité. Donc, en fait, nous, on est là, on est formés. On passe des maintiens de compétences tous les ans pour pouvoir assurer la sécurité à bord. Donc, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des choses comme ça qui arrivent à bord. Un accouchement, un arrêt cardiaque, un malaise vagal, enfin, toutes ces choses-là, ça peut arriver. Et comment on le gère alors au quotidien? C'est stressant, c'est perturbant, ou alors est-ce qu'on l'attend presque parce que ça donne un voyage un peu plus animé du côté
de la cabine Oui, c'est animé dans ce cas-là, c'est certain. Alors, je vais te répondre assez rapidement de deux façons différentes. C'est-à-dire que non, c'est pas stressant parce qu'on est formé à ça. On est reformé tous les ans. En fait, on passe des maintiens de compétences et tout ça. Donc, on connaît nos procédures, on les connaît par cœur, on sait ce qu'on doit faire. Plus globalement, moi, je ne comprenais pas pourquoi les premières années, j'avais quand même une petite boule au ventre avant d'aller en vol. J'étais content, mais j'avais un petit stress. Et je suis allé voir une psy qui m'a dit, enfin, putain, c'est normal. On vous rappelle tout le temps que votre job, c'est d'être là pour gérer que des merdes. Ouais. Et c'est vrai. Et puis avec un petit peu de recul, et en ayant vécu 2-3 trucs à bord, comme par exemple une personne qui n'arrive plus à respirer, des personnes qui tombent dans les pommes, des choses comme ça, tu te dis, finalement, je me remets à mon équipage, à mes pilotes, aux hôtesses, aux stewards, aux chefs de cabine, et surtout à mes procédures, à tout ce que je connais en fin de compte. Et en fait, il faut juste se faire confiance. Et quand il se passe un truc, finalement, tu n'es pas du tout en panique. C'est très très bizarre comme sentiment, mais voilà, moi j'ai eu cette dame à bord qui ne pouvait plus respirer. En temps normal, j'aurais paniqué grave. Mais là, non, parce qu'en fait… C'est dans le cadre du boulot. Et puis, c'est mon job, c'est mon métier. Je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ouais. Et je sais que j'ai des collègues autour de moi qui sont formés également. Donc, en fait, c'est hyper rassurant, quoi. Et même quand on est au milieu de l'Atlantique et que c'est aussi long de faire demi-tour que de continuer le voyage ? Forcément, nous, on fait hyper attention à ça. C'est-à-dire que tout ce qui peut être feu d'appareils électroniques, par exemple ton téléphone, des écouteurs, une cigarette, un truc comme ça, en fait, on est tout le temps dans notre tête, on sait où on est, on sait, notre pilote va nous dire, attention, là, pendant 2 heures, on peut se poser, mais l'aéroport le plus proche sera dans 2 heures, soit devant, soit derrière. Donc en fait, on fait souvent des briefings contextuels. On sait, en fait, on travaille en toute conscience. Ouais. En fait, on sait, mais effectivement, on ne veut pas que ça arrive. Donc c'est pour ça qu'on fait régulièrement des checks. Par exemple, on va vérifier dans les toilettes toutes les 15 minutes s'il n'y a pas un départ de feu. On va vérifier tout plein de choses pour être sûr que toutes ces choses-là n'arrivent pas. Mais en même temps, il y a de l'humain dans l'avion, c'est le principe, vous transportez des passagers. Et l'humain, on sait très bien que c'est ce qui parfois peut être le plus compliqué à gérer parce que y en a un qui peut boire un peu trop, être un peu trop stressé, etc. Ouais. Cette variable qui est complètement indépendante de toute formation, on va dire, comment on la gère ? Alors déjà, à la base, je pense on est embauché pour ça, effectivement, pour notre adaptabilité et tout ça. C'est vraiment pour les personnes qui veulent devenir hôtesse ou steward, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête. C'est que tu vas, par exemple, échanger avec un gamin de 4 ans et demi qui parle que allemand, et juste après, une vieille dame qui parle anglais. Ensuite, un mec qui est complètement bourré, qui n'était pas bourré quand il est rentré dans l'avion, mais qui s'est bourré la gueule dans l'avion. Il va falloir gérer cette situation. Ouais. Et en fait, là, je crois que c'est énormément d'improvisation et puis tout ce que tu peux connaître toi dans ta vie, en fin de compte, et tu t'adaptes. C'est très particulier parce qu'encore une fois, on est dans cette espèce de tunnel, dans ce tube là, de 70 mètres de long, et ça crée des moments un peu particuliers parfois qui font rire ou parfois qui font un petit peu peur. Quand tu as un mec bourré, par exemple, qui commence à insulter des hôtesses et qui va leur mettre des mains au cul, là, tu te dis, waouh, il a la police à l'arrivée. Mais pendant le vol, il faut réussir à tenir. On va parler tout à l'heure, de toute façon, parce qu'on t'a préparé un petit happening avec justement des petites histoires fausses ou vraies. Ce sera à toi de nous dire et de nous raconter peut-être au travers de tout ça des histoires qui, toi, te sont arrivées. Comment on explique ce succès que tu as sur les réseaux sociaux ? Ah oui, faut réfléchir un petit peu. Je pose des questions un peu plus compliquées. Désolé, mais comment tu expliques que ça marche autant ? On a parlé tout à l'heure de fantasmes, de peur aussi. Il y a peut-être aussi toi, la façon dont tu l'amènes. En fait, je pense que j'essaie de rester naturel et de ne pas me travestir et de ne pas essayer d'être un personnage. En fait, mes vidéos, alors forcément, elles sont écrites, forcément, j'essaie de les bosser un petit peu, mais je pense que c'est surtout le sujet qui intéresse énormément. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de répondre hyper précisément aux vraies questions des personnes qui me suivent. Et en fait, c'est tout bête, mais sur les réseaux sociaux, quand au départ, tu n'as qu'une centaine d'abonnés qui te posent telle et telle question, tu leur réponds bien, forcément ça a un écho sur les autres, et les autres te posent des questions, tu continues. Et je pense que le fait d'être, et t'en parlais en introduction, d'être un peu souriant et dédramatiser un peu le truc, d'en parler sérieusement mais sans me prendre au sérieux, je pense que c'est ça qui doit fonctionner. Ça doit en emmerder plein, et ça c'est pas vraiment mon problème, mais voilà, c'est pour peut-être calmer un petit peu le truc. Et c'est vrai que c'est le genre de message que je reçois, c'est merci parce que tu m'as donné des infos, maintenant je comprends mieux, mais c'est parce que tu dédramatises énormément. Et donc du coup, je suis beaucoup plus calme et je pense à toi dans l'avion et que ça se passe bien. Donc je pense que c'est ça. Et puis je donne des exemples aussi qui permettent de mieux comprendre. Et assez concret aussi sur toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur les trous d'air par exemple. On ne va pas les refaire ici, mais je vous conseille d'aller regarder sur ton compte Instagram. Encore une question qui va t'embêter, je suis désolé, mais je t'avais prévenu. Vas-y, on est là. Je l'ai dit en introduction, on a parlé de fantasmes, on a parlé de peur, on parle aussi de sujets qui aujourd'hui, par rapport à la
planète commence à poser question sur les déplacements en avion. Alors toi, tu rassures les gens pour qu'ils puissent prendre l'avion correctement et en même temps, on nous dit de ne pas le prendre. Ou alors de le prendre une fois dans notre vie. Alors après, chacun a ses critères. Quel est ton regard, toi, par rapport à ton métier? Est-ce que tu as l'impression aussi d'être un peu discriminé sur le fait de participer à une machination qui est là pour tuer notre planète? Alors moi, je ne me sens pas discriminé, c'est-à-dire que c'est mon métier, mais c'est un métier passion, donc aussi je l'ai choisi. Moi, je pars du principe qu'il faut voyager pour notre cerveau, pour nos rencontres, pour nous ouvrir, pour mieux comprendre tout plein de choses sur l'humain, sur la vie, sur la Terre. Mais je pense qu'il ne faut juste pas voyager à outrance. Je connais trop de personnes, pas forcément dans mon entourage, mais en tout cas pas proches, mais dans les personnes que je peux rencontrer qui vont avoir tendance à énormément voyager. À aller 2 fois, 3 fois, 4 fois par an à l'autre bout du monde. Alors c'est sûr, ce que je viens en train de dire, il n'est pas bon pour le business, mais j'en ai un petit peu rien à foutre à ce moment-là. Je veux juste qu'on essaie de se dire, tiens, je vais peut-être pas aller à Los Angeles, je vais aller à New York. C'est tout bête, mais c'est un petit peu moins loin. Peut-être que cet été, je vais voyager en France. Peut-être pas aller en Thaïlande. Enfin, et c'est juste essayer de le faire en toute conscience et se dire, tiens, je vais voyager à l'autre bout du monde, qu'est-ce que je vais faire quand je serai en vacances pour essayer d'être un tout petit peu plus éco-responsable. Et c'est des trucs tout bêtes. Mettre moins de choses dans ma valise, utiliser des gourdes. Alors après, ça dépend où, parce que tu peux pas boire de l'eau du robinet de partout, il faut faire gaffe. Je sais de quoi je parle. L'expérience. Je sais pas, c'est peut-être dans mon quotidien tous les jours, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire en sorte, peut-être pendant un an, de manger un petit peu moins de viande parce que ça a un impact pour compenser derrière sur ton voyage, parce que je pense qu'il faut voyager. Et puis, par ailleurs, moi je sais que les compagnies aériennes font d'énormes efforts sur leur bilan carbone, sur tout plein de points. C'est-à-dire que même les entreprises, même dans les bureaux, font hyper attention à leur consommation et tout ça. Dans le recyclage, on recycle énormément de choses à bord. Les bouteilles en plastique, on recycle vraiment beaucoup. Les carburants sont plus les mêmes qu'avant. Les avions sont plus les mêmes qu'avant. Ils consomment de moins en moins. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Moi, je ne suis pas en train de faire du greenwashing, en train de dire c'est bien, en fait. Non, prendre l'avion, c'est pas ouf. Mais ça permet de voyager. Et on peut le faire en conscience aussi. Et puis, si tu peux prendre le train, prends le train. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ce que tu fais d'ailleurs quand tu décolles de Bordeaux ou d'ailleurs. Tu as tendance à prendre le train plutôt que de prendre un vol intérieur qui est parfois même ridicule parce qu'aussi long qu'une gare à gare et qui t'emmène dans un centre-ville. Souvent, c'est ce qu'on fait pas dans l'avion d'ailleurs. Et puis moi, quand je vais à Lyon, quand je vais à Bordeaux, quand je vais à Marseille, je prends le train. Et après, je suis pas un exemple, je suis pas un modèle. Hein. Maxime, je te jure, ça m'arrive de faire. Je suis en scooter, tu vois, donc c'est pas. Je suis pas un modèle. Et il n'est pas électrique. Et il n'est pas électrique. Mais en même temps, l'électrique, est-ce que c'est bien? Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Je dis juste qu'il faut faire les choses en conscience et en bon sens. Voilà, en bon sens. Bon, un mot peut-être pour quand même sauver ton métier de tout ça. S'il y a des gens qui nous regardent et qui ont ce même rêve que tu as eu un jour de devenir steward, c'est quoi le message que tu leur adresserais? Fonce et réalise tes rêves. Non, mais vraiment, enfin, c'est le truc tout fait. Mais en fait, quand tu crois en un truc, si tu sais que tu es vraiment fait pour devenir steward ou hôtesse de l'air, bah, vas-y. Et en fait, moi, je dis toujours, mets tout en œuvre pour y arriver. Parfois, je reçois des messages de jeunes qui me disent « Ouais, je rêve de faire ce métier. C'est quoi le CCA ?» Alors, le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation. C'est le diplôme qu'il faut avoir pour être hôtesse ou steward. Bah, juste renseigne-toi un petit peu. Va parler. Et c'est bien le fait de me parler à moi ou de parler aux autres hôtesses, aux autres stewards qui sont sur les réseaux sociaux. On est très nombreux. Je ne suis pas tout seul à parler de mon métier de steward ou d'hôtesse sur les réseaux. C'est de se renseigner et de se donner les moyens d'aller vivre un petit peu à l'étranger, voyager pour apprendre d'autres langues parce qu'il faut savoir parler anglais, parler espagnol, tout ça, machin. C'est bien. De faire des études aussi. On peut devenir hôtesse et steward juste après le bac. Mais j'aime bien dire qu'un petit bac plus 2, c'est quand même pas mal. Tu vois, pour en avoir un petit peu sous la cheville et puis pour peut-être évoluer plus tard et tout ça. Une licence de psychologie, ça peut aider aussi en vol. Mais carrément, on en parlait tout à l'heure, tu vois, sur l'humain et tout ça. Non, vraiment, mon conseil, c'est fonce. Si c'est ton rêve, vas-y, quoi. Très bien. On va maintenant passer du côté de notre cabine à nous. On a notre propre compagnie aérienne et on a prévu quelques petites anecdotes. On va voir si elles sont vraies ou fausses. Restez avec nous, c'est juste après la pub. À tout de suite. De retour dans le live, toujours avec Mathieu. Bienvenue au siège de la compagnie Inspire-moi Airlines. Merci, c'est beau. On adapte en fonction des invités, évidemment. Bon, le rideau, il n'y a pas de première classe devant. D'accord. Ça rappelle un peu le boulot quand même? Ça dépend. Ah, il y a quelque chose. Tu les connais? Bon, en tout cas, on t'a préparé des petites anecdotes. Des anecdotes qui sont passées dans le journal. Parfois, on les a un petit peu modifiées. À toi de nous dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Wow, est-ce que j'ai une culture de l'aviation? On va voir. On va voir. Je pense, parce que quand même, ça fait penser à des petites choses qu'on a entendu parler, en tout cas dans les médias. La première, la voici. Une compagnie aérienne japonaise propose des vols qui ne décollent pas. Ah, mais c'est probable. C'est probable? Ouais, ils peuvent avoir des délires un petit peu rigolos comme ça, genre en mode c'est un resto, une boîte de nuit ou un truc comme ça, non? On va regarder. Réponse.
Voyager en avion sans décoller, et oui, c'est possible. Tu connais l'info? Bah, je pense que j'en ai entendu parler, mais il faut que tu m'en dises un petit peu plus. Pas de problème. En fait, Ouais. c'est une compagnie qui propose des vols de 2 heures, mais sur place, Ouais. pour ceux qui ont peur de l'avion, mais qui veulent quand même découvrir ce que c'est que se faire servir Mais c'est trop assis bien. à son... Bon, alors par contre, quand on redescend, on est au même endroit. Hein. Enfin, Bah oui, c'est-à-dire tu vas la pas limite. très très loin, mais c'est plus écolo. Tu vois, Beaucoup plus écolo, Ouais. comme quoi, il y a peut-être des solutions pour les stewards qui voudraient faire ça de façon par éco-responsable. exemple. Question suivante, ou en Ouais. tout cas fait suivant. 26 passagers d'un vol Santiago-Sydney, 13 heures, ont été pris de gastro-entérite juste après le décollage. Mais complètement vrai, et je crois même qu'il y en avait partout dans l'avion, c'était horrible, une infection. Ouais, non, mais attends. Oui, parce que vous êtes quand même prévu pour le secourisme, mais là, on dépasse le secourisme. Mais Là. qu'est-ce que tu veux faire? Tu as peut-être 5 chiottes dans un avion, il y a 350 passagers, et effectivement, ils étaient tous malades. Bon, on va regarder, mais effectivement, c'est une bonne Ah, information. ah là 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 26 là. passagers pris de gastro-entérite. Ça donne pas envie d'avoir ça dans son vol? Mais alors, pas du tout, pas du tout. Non, et puis alors, normalement, toutes les normes d'hygiène sont respectées dans tout ce qu'on va manger à bord et tout ça. Mais bon, il paraît qu'il peut y avoir des trucs comme ça. J'espère que ça va pas m'arriver parce que ça va pas être très rigolo. En fait. Non, je te le souhaite pas. Question suivante, ou en tout cas fait suivant. En Russie, des passagers ont dû tirer l'avion avant le décollage car les roues étaient gelées. Oh, ça me Est-ce que semble c'est un vrai petit peu bizarre. Non, je pense pas. Tu les vois pas tirer Bah, l'avion? non, pas trop. Je sais qu'on tire l'avion, Ouais. on le fait parce qu'il peut pas reculer tout seul. Tu sais, Donc c'est comme la ça, petite machin. voiture, voilà. Non, j'y crois pas. Bon alors, je te l'accorde, c'est faux, mais en même temps, c'est pas complètement faux Ah. parce qu'ils l'ont poussé l'avion, regarde. Mais ils l'ont poussé. Ah, mais c'est un petit avion là. C'est pas un avion de ligne, mais quand Oui. même, ils ont quand même poussé Ah ouais, un petit jet. Ouais, bah je prendrais pas cet avion. Moi, Non. Non. C'est vrai que ça donne pas trop envie. Non. Allez, fait suivant. Un avion a dû atterrir d'urgence à cause de paix de chèvre. C'est très très drôle. Mhm. J'adorerais que ce soit vrai. Ouais. J'ai envie de dire que c'est vrai, rien que parce que je trouve ça rigolo. Eh ben oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais c'est quoi cette Alors, histoire, c'était pas un avion avec des passagers, par contre, c'était un avion avec des chèvres. Ah oui. Et visiblement, la quantité de méthane dans l'avion était trop importante. Il a fallu Mais c'est redescendre très pour. dangereux. Parce Ah qu'on bah peut pas oui. ouvrir les hublots dans l'avion. Ah bah non, tu évite, sinon t'as respiré. et après, C'est tu déconseillé. On sors. peut Ah, pas les fumer une pauvres clope sur la petites terrasse non plus. Non. C'est pas possible. Allez, fait suivant. Un avion refuse 2 personnes malentendantes car ils ne pouvaient pas entendre les démonstrations de sécurité. Ben, non, je pense que c'est faux. Alors, ou peut-être que c'est une compagnie un petit peu teubée, mais toutes les compagnies sont censées recevoir toutes les personnes, soit à mobilité réduite, soit qui ont des handicaps, et il y a tout plein de façons d'expliquer les consignes de sécurité dans ce cas-là. Alors, je te l'accorde, c'est faux, mais c'est vrai en réalité parce que ce sont 2 personnes malvoyantes qui ont été interdites d'embarquer à cause de ces questions-là. Donc, on va pas dire le nom de la compagnie. Ah bah si, mais il est marqué en gros. C'est Ah, la c'est compagnie écrit. Thomson. Bon, je connais Voilà. pas. Bon. Non, ouais, je trouve ça border là. pour C'est le très coup. limite, Bah, quand après, même. si c'est pour des raisons de sécurité et qu'il n'y a pas une façon d'expliquer les consignes de sécurité, c'est vrai que là, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est à eux de faire en sorte de pouvoir expliquer les consignes de sécurité. On est d'accord, mais en tout cas, c'était un vrai fait. Alors, après 3 heures de vol, le pilote d'avion fait demi-tour à cause d'une altercation au sujet d'un siège. Ouais, ça c'est probable. Ah ouais, ça j'y crois complètement. Ah oui, oui, oui. Ah, si y a une émeute dans l'avion, s'il y a des mecs qui se foutent sur la gueule, je peux te dire que le pilote il va faire demi-tour. Hein. Ouais. C'est vrai? Bah, je crois bien. Ouais. Et je crois que ce qui est complètement débile, c'est que ils ont fait demi-tour au bout de 3 heures de vol alors qu'il restait plus que 2 heures de vol. Ah oui, alors ça aurait été plus. Oui, non, mais là tu sais, hein, les fois les pilotes, ils savent très bien piloter. Ouais. non, Ils font des choix. Non, ils font des choix un peu Non, bizarres. peut-être que c'est l'aéroport d'arrivée qui voulait pas les recevoir. Ouais, ou alors, honnêtement, je connais pas cette histoire, mais effectivement, quand il y a une altercation à bord, vraiment quelque chose de très très grave, Ouais. l'idée c'est de se poser le plus vite possible. Tu as la sécurité à l'arrivée, tu as la police à l'arrivée et tout ça, mais là, c'est pas hyper logique ton histoire là, c'est trop bizarre. Pinocchio. Un passager urine devant tout le monde quelques minutes avant le décollage et provoque 2 heures de retard. C'était pas Gérard Depardieu ça? Si, c'est Gérard Depardieu, excellente réponse. Oui, c'est lui. C'est évidemment Gérard, on s'en rappelle. Non, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gérard dans l'actualité. Je crois que d'ailleurs. De Gérard, de GG. De GG, oui, bien sûr, Depardieu, très grande fierté nationale. Je crois qu'on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, puisque son procès est en train d'être avancé. En réalité, on s'est étonné de ce qu'il a fait récemment, mais ça fait très longtemps qu'il nous fout la honte à Ah oui, l'international. complètement. Et puis ça, Gérard. tu as un passager qui fait un truc comme ça à bord, tu es quand même hyper gêné par rapport à tous les autres passagers. Mhm. D'autant plus quand tu as une personnalité, mais à un moment donné, star, pas star, en fait, ce que tu fais est complètement interdit et complètement mal poli et il faut pas le faire. Et puis Ouais. c'est du, je sais pas, de l'exhibitionnisme. Enfin, on fait pas ça en fait. Sans nous dire qui dans l'équipage ou dans les équipages, est-ce qu'il y a des histoires comme ça sur des personnalités qui se sentent un petit peu au-dessus des lois ou, Pas plus que ça, finalement, les personnalités restent à leur place, à leur siège, ils veulent pas trop se faire remarquer en général. Mhm. C'est Sauf Gérard. Sauf Gérard, voilà. Allez, question suivante. Un avion Toulouse-Fès décolle 15 minutes en avance et oublie 2 passagers.
c'est quand même très bien. Alors après, tout dépend parce qu'on ne peut pas partir s'il manque des passagers, si on a leur bagage en soute. Ça, c'est très, voilà, c'est pour des raisons de sûreté. On ne sait pas si dans l'avion il y a un bagage avec des trucs pas cool. Vrai, faux. Allez, j'ai envie de te dire vrai. Franchement, c'est probable. Alors, c'est faux, mais vrai en même temps. C'était 50 passagers, pas 2. Il y en a carrément oublié 50. Mais ça se voit à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a une liste. Nous, on oui, sait combien on a de normalement, passagers. en plus, ils appellent dans le. Ben oui. Et puis parce que c'est pas la même équipe qui fait l'embarquement et l'équipe qui nous attend dans l'avion. Quand nous, il y a le personnel seul qui est là pour accueillir les passagers en passerelle ou juste avant la passerelle, et nous dans l'avion. Et normalement, vous échangez entre les deux. On échange, et puis même, on a ce qu'on appelle une pile, c'est la liste des passagers. Et si non, c'est pas possible. Enfin, je trouve ça super bizarre. C'est bien sûr que c'est possible. Mais et on ne dira pas quelle est non plus la compagnie aérienne pour pas leur. Ah, c'est Ryan. Non, désolé. Allez, question suivante. C'était la dernière. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, de nous avoir fait rire. C'est pas mal, pas mal au final. Non, puis on a mis quelques pièges. Tu as trouvé Gérard Depardieu sans même contrôler. Quand même. Très bien. Allez, avant de se quitter, peut-être une anecdote à toi. Putain, je vais être super pas aussi chiant. farfelu que ça. Non, mais le problème, c'est que là, ça va faire un bide. Non, alors moi, j'ai entre guillemets cette chance de ne pas avoir eu d'événements absolument dingues à raconter. J'adorerais pouvoir te dire, putain, sur mon dernier vol, il y a eu ci, il y a eu ça et tout. C'est vrai que mes vols se passent plutôt de façon calme en général. Parfois, ça arrive d'avoir 4 malaises en même temps et ça, c'est pas cool. C'est-à-dire que ça mobilise tout l'équipage d'un coup. On va avoir une personne, je t'en parlais tout à l'heure, qui ne peut plus respirer d'un seul coup. On va avoir un mec complètement bourré qui va toucher des culs. Ça arrive, mais j'ai jamais eu un truc absolument dingue. Moi, j'ai un petit truc qui me marquera à tout jamais. C'est cette petite qui regardait par le hublot, comme ça. C'était le 25 décembre, il y a quelques années. Et moi, j'ai eu la chance de prendre le Père Noël en photo juste avant avec mon iPad. Donc, j'ai pu lui montrer le Père Noël qui passait au-dessus des nuages devant la Lune. Et tu vois, c'est ça notre métier de steward et d'hôtesse de l'air, c'est de créer des petits moments humains et sympas. De rêve aussi. Ouais, et puis voilà, on se remet dans le contexte, on est hors du temps, on est hors de tout, on est au-dessus des nuages et je sais pas, on se rapproche des étoiles, on a un truc très, je sais pas, poétique dans notre métier. Ce genre de moment-là, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me fait vibrer et c'est pour ça que je suis steward aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation, d'être venu nous voir. Et puis si jamais un jour tu as 26 personnes qui ont une gastro dans l'avion, tu reviendras nous le raconter. Complètement, avec grand plaisir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ouais, faut qu'on m'en dise un peu plus du coup, parce que celle-là on l'a pas vue ensemble. J'ai pas d'oreillette en fait, donc